Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, en France, 28% des 18-24 ans adhéraient en 2019 à au moins 5 théories du complot, selon une enquête de l'IFOP. Alors comment lutter contre la manipulation? Eh bien en lisant le passionnant ouvrage que publie Séverine Falkovitch. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Warrett. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, ce sont ces nouveaux départs de troupes françaises positionnées en Afrique. Programme ceux d'histoire, évidemment, où l'on apprend la décolonisation. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, un nouvel objet culte dans le sac des ados, dans le monde entier, c'est une gourde. Et puis rendez-vous enfin avec une grande experte des ados, une autre, Amélie Paris, c'est la chronique Les années collège. Elle s'intéresse aujourd'hui à leur passion pour les webtoons. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous passer du filtre des médias traditionnels pour nous informer au profit des réseaux sociaux. C'est particulièrement vrai des jeunes. Or, sur ces réseaux pullulent fausses informations et manipulations. Elles sont originellement produites par des individus, puis amplifiées par des algorithmes. L'ONG Reset a ainsi dévoilé en octobre dernier avoir identifié au moins 242 000 profils inauthentiques sur le seul site de Facebook. Alors, comment faire le tri? Qui croire? Ces questions sont au cœur du livre de notre invitée, Séverine Falkovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Aix-Marseille Université et psychologue social et vous publiez donc Au cœur de l'esprit critique. Le sous-titre, c'est Petit guide pour déjouer les manipulations. Vous avez, et je les cite, deux co-auteurs que sont Clément Naveillant et Monsieur Contradico. L'éditeur, c'est Erol. Je crois que j'ai dit l'essentiel. On a déjà parlé de zététique, d'esprit critique dans l'émission avec Thomas Durand. Mais juste, on rafraîchit la mémoire de celles et ceux qui n'ont pas tout ça en tête. Si on devait avancer une définition. Oui, de l'esprit critique. Par exemple. Eh bien, en fait, nous pensons tous avoir suffisamment d'esprit critique pour être capable de prendre les meilleures décisions. Ceci dit, le plus souvent, nous ne savons pas ce à quoi ça réfère. Moi, je dirais en fait que ça implique la maîtrise d'une bonne culture générale, de connaissances, en tout cas dans les champs spécifiques que nous investiguons. Et disposer de ces connaissances ne suffit pas. Il faut également avoir des critères de tri qui nous permettent de savoir en fait ce que ces connaissances valent les unes par rapport aux autres, et donc au final ça nous permettra effectivement de prendre les meilleures décisions. On va évidemment parler de tout ça. Vous rappelez aussi que le mot zététique vient du grec zététikos, ce qui aime chercher. Pour autant, on va douter, et on apprend à douter dans votre bouquin, mais on ne doute pas de tout. L'idée, c'est notamment de distinguer la science du scientisme. C'est quoi la différence? Alors en fait, bien la science propose différentes méthodologies. Donc il va y avoir par exemple la méthode expérimentale, mais la science a ses imperfections également. Donc il faut arriver à conserver son esprit critique, même quand on se penche sur ce qui relève de la science, et ne pas le faire et faire de la science une idéologie. On peut évoquer le fait que ça se réfère au scientisme. Le premier allié de celui ou de celle qui veut manipuler l'information, c'est nous, avec nos propres biais cognitifs. Là aussi, on en a déjà pas mal parlé dans l'émission. Peut-être qu'on peut redonner un ou deux exemples. Oui, vous avez par exemple le biais de confirmation d'hypothèse. Lorsque nous recherchons une information sur un sujet donné, nous avons tendance à aller chercher l'information qui va dans le sens de ce que nous savons déjà. Par exemple, si on s'inquiète des vaccins, on va taper dans Google vaccin toxique et on va recevoir une avalanche d'informations qui va nous inquiéter. Puis derrière, ce sera plus complexe d'être perméable au fait que les vaccins puissent ne pas être toxiques. Il y en a plein des biais, des biais cognitifs. Je crois qu'il y en a plus de 200. Ça entre, dites-vous, dans la grande catégorie des heuristiques de jugement. C'est quoi une heuristique de jugement? Alors, par exemple, nous avons des façons des raccourcis en fait que nous prenons. Je peux par exemple prendre l'heuristique de la preuve sociale. Lorsque il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à un point de vue, on va par exemple sur Amazon pour savoir si un produit est si votre livre est bon, tout le monde dit il est formidable. Voilà. Donc là, on va s'appuyer sur ce que pensent les autres pour déterminer ce qui est vrai. Et ça, c'est l'heuristique de preuve sociale. Souvent, ça fonctionne, mais il est des circonstances dans lesquelles, en fait, c'est dysfonctionnel. Et le fait de les connaître, ça permet de choisir des stratégies qui permettent de les contourner. Par exemple, dans le cadre du biais de confirmation d'hypothèse, ce qu'on peut faire, c'est, sachant qu'on va vers ce qui nous plaît, chercher une information plus complète, plus exhaustive dans toutes les directions. Ou tester la proposition contraire. Exactement, voilà. Pour voir ce qui se passe. Autre allié de celles et ceux qui essaient de nous manipuler, c'est toujours nous. Et c'est là, pour le coup, nos croyances. Et nos croyances qu'on mélange régulièrement avec des savoirs. En tout cas, ça interfère.
Donc vous voulez savoir peut-être quelle est la différence entre les croyances et savoir. Alors on va dire qu'au départ, toute information est une croyance. Puis ensuite, cette croyance, nous avons parfois la possibilité de la tester. Par exemple, avec la méthode expérimentale, en tout cas en mettant en œuvre des méthodes scientifiques. Et lorsque ce que l'on a testé permet de recueillir un certain niveau de preuve, eh bien ça se déplace sur un continuum du côté du savoir. Par contre, justement, lorsqu'on ne recueille pas de preuves pour appuyer cette croyance, eh bien, on la décale du côté des fausses croyances. Et ceci dit, il reste des croyances que l'on n'a pas encore testées ou qui ne sont pas testables. Et le fait de croire en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est ça. Ce qui pose souci, ce sont les fausses croyances délétères. Et on précise quand même porter atteinte. Et ceux qui nous font du mal. Celles qui nous font du mal. Et on va préciser quand même que vous le dites, d'ailleurs que la zététique exclut par exemple toute remise en question de l'existence de Dieu. Ça, vous considérez que c'est en dehors du champ? Disons que ce serait très compliqué de prouver des choses de ce type. Et d'ailleurs, pour revenir sur la zététique, en fait, en termes de posture, la zététique, en fait, son objectif, c'est la diffusion de l'esprit critique, la promotion de la science et la lutte contre les fausses croyances délétères et les dérives sectaires. Donc, mais par contre, il ne s'agit pas de lutter contre toutes les croyances. Certaines peuvent nous faire du bien sans poser de soucis. Et sans nous faire de mal. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Fin de citation. Elle date de 1902. Elle n'est ni de vous ni de moi, évidemment. Elle est de Poincaré. Je l'ai trouvée dans le livre de Séverine Falkovitch qu'on retrouve juste après l'Anti-Sèche. Brandon Moirette. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'Anti-Sèche en ce 6 février nous emmène directement en Afrique puisque la France a annoncé il y a quelques jours baisser drastiquement ses effectifs militaires sur ses bases d'Afrique de l'Ouest. Une présence française historique qui découle de l'indépendance de ses anciennes colonies et c'est l'occasion pour vous de revenir sur les grandes dates et les grandes étapes de la décolonisation de l'Afrique francophone. Totalement, c'est la disparition d'un empire colonial qui existe depuis la fin du 19e siècle. Le vent de changement souffle déjà depuis les années 50, une quinzaine d'années au niveau international, particulièrement après la conférence de Bandung. 1956, on a la loi cadre de fer qui met en place une semi-autonomie par des larges pouvoirs accordés aux assemblées locales élues, désormais au suffrage universel. 2 ans plus tard, on a le général de Gaulle qui offre dans la Constitution au territoire d'outre-mer l'autonomie dans une communauté française. Et il y a un référendum du 28 septembre pour cette Constitution et tous les territoires africains acceptent ce statut à l'exception d'un seul pays qui joue cavalier seul, c'est la Guinée. Elle vote largement non au référendum, alors que dans tous les autres pays, les autres futurs pays africains, le oui l'emporte avec même des chiffres qui dépassent majoritairement les 90%. On est en 1960, c'est l'année africaine, puisque de nombreux pays accèdent à l'indépendance. C'est le Cameroun qui ouvre le bal. Effectivement, ancienne colonie allemande partagée en 1918 entre le Royaume-Uni et la France, le Cameroun accède à l'indépendance grâce à des mouvements de lutte armée, de nombreuses manifestations durant des mois. C'est ensuite l'effet domino. Du 1er janvier au 31 décembre 1960, on a 14 anciennes colonies qui accèdent à l'indépendance, notamment le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Tchad ou encore la Mauritanie qui ferme le bal de cette année 1960. Quant aux Comores... c'est plus tard, ça. C'est plus tard. Son indépendance bien plus tard, en 1975. Au fil des années, des voix s'élèvent dans le pays pour accéder à l'indépendance, mais ça prend du temps. En 1974, Paris, enfin, propose un référendum. Sans surprise, le oui à l'indépendance l'emporte à 95%. Sauf que dans l'archipel des Comores, il y a une île qui joue la résistance, qui fait de la résistance. C'est l'île de Mayotte, qui s'oppose à l'indépendance à environ 64% à l'époque. C'est alors que là, le Parlement propose quelque chose d'assez inédit dans l'histoire de notre Constitution. Le Parlement vote une loi qui conditionne l'octroi à l'indépendance à l'approbation île par île d'un projet de constitution. Donc Mayotte est détachée des Comores et rattachée à la France. Dans une Afrique francophone qui se décolonise rapidement, il y a un autre pays, alors on parle de l'Afrique, le Sahel, enfin, oui. On ne parle pas de l'Algérie, du Maroc, etc. Oui, l'Afrique noire, dans cette partie-là de l'Afrique, il y a un autre pays qui fait figure d'exception, c'est Djibouti. Totalement. Djibouti, c'est la dernière terre de l'empire colonial français en Afrique continentale. Cela fait depuis des années que le pays souhaite accéder à l'indépendance. Déjà en 1966, on a le général de Gaulle qui visite en grande pompe le pays. Il est hué par la foule. Alors on décide d'accélérer cette autodétermination. Les années passent, mais rien n'est fait officiellement au niveau national. Ça prend du temps, beaucoup trop de temps pour les indépendantistes. En février 1976, on a un quart militaire qui transporte des enfants dont les parents sont basés dans le territoire de Djibouti
Djibouti. Il est pris en otage par des indépendantistes qui demandent l'indépendance immédiate. Elle précipite le départ des Français. Le référendum a lieu en 1977, résultat sans appel. 99% qui votent oui pour l'indépendance. Les Français ne partent pas définitivement puisque on a, depuis l'indépendance de Djibouti, des militaires qui sont toujours présents sur place pour protéger le pays, notamment au niveau de la Corne d'Afrique et en mer Rouge avec la piraterie. C'est d'ailleurs le plus grand contingent français hors du territoire national présent à Djibouti, environ 1500 militaires. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve pour la récré. Toujours, avec on va parler plaisir. d'une gourde. Oui, une petite gourde. Une grande gourde. Servir au pays chaud. Grand oral, Séverine Falkovitch. Les médias et les réseaux sociaux ne sont pas coupables de tout. Au cœur de l'esprit critique, le livre de Séverine Falkovitch distingue d'autres coupables. Les politiciens quand ils mentent, les marchands de doute que sont parfois les communicants et les lobbyistes prêts à tout pour défendre leurs intérêts. Je cite là encore, les journalistes lorsqu'ils font mal leur travail, les sites d'information parodiques, et oui parce qu'ils créent une zone grise qui contribue à douter des informations en général, ou bien encore l'école. Alors à la fois défaut de formation, et puis je lu dans votre livre, les instituts sont spécialement poreux aux fausses nouvelles. Oui, effectivement, en fait, quelles que soient les institutions, et l'école y compris, eh bien, nous sommes tous sujets aux fausses croyances. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous gagnerions tous à nous former à l'esprit critique. Mais l'école, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à aller, enfin tout le monde va à l'école, on est de plus en plus nombreux à arriver au bac, voire aller à l'université, où vous enseignez d'ailleurs. Pourquoi on n'est pas suffisamment armé à ce moment-là de l'histoire ? Parce que c'est simplement une question peut-être de hasard, d'opportunité. Moi, j'aurais très bien pu ne jamais savoir que l'esprit critique existait. Donc, en fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit cet ouvrage, c'est qu'en fait, je me suis dit que j'avais envie de donner l'opportunité aux gens de bénéficier des mêmes contenus d'information que ceux dont moi j'avais bénéficié. Donc, c'est aussi une question de contexte. En ce sens, les gens qui croient par exemple, même le fait que la Terre est plate, ne sont pas des imbéciles. En fait, ils raisonnent à partir de prémices qui ne sont pas les bonnes, et les critères de raisonnement qu'ils utilisent ne sont pas non plus toujours les bons, et d'où la nécessité de disposer de compétences qui nous permettent de hiérarchiser ces connaissances. Parce que les faits, les prémices, comme vous le dites, ne suffisent pas. Il faut questionner leurs fondements, questionner leur articulation, et si on ne fait pas tout ça, effectivement, on en arrive à croire n'importe quoi. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, l'esprit critique nécessite, en fait, d'être connu spécifiquement, explicitement. Ça n'a pas de rapport direct avec l'intelligence. En fait, l'intelligence, elle peut se définir par le QI, et on peut la comparer à une forme de machinerie, c'est-à-dire voir si la machine, elle va vite ou pas. Mais une personne qui serait très intelligente et qui, pour autant, ne raisonne pas sur le bon pool de données, elle va tirer nécessalement les mauvais fils. Donc, il faut avoir les bonnes connaissances pour pouvoir être capable de traiter les informations pertinentes, et ensuite, là encore, pouvoir savoir quelle est la valeur de ces informations pour savoir vers laquelle s'orienter ensuite derrière. Alors, je vais vous donner un fait, mais je vais essayer de le prouver, c'est qu'il y a plein d'exemples dans le bouquin, je pense que vous le voyez visuellement. Il y a beaucoup de trucs, c'est hyper riche, et plein de gestes intellectuels qu'on peut produire pour ne pas se faire avoir par autrui ou par soi-même. Par exemple, les figures rhétoriques. Alors, vous nous apprenez à repérer un certain nombre de figures rhétoriques qui souvent cachent quelque chose d'un peu douteux. Par exemple, le paralogisme. C'est quoi un paralogisme ? Alors, en fait, dès lors qu'on nous présente des raisonnements qui ne sont pas justes, mais qui ont l'apparence de la logique, on va parler de pensée fallacieuse. Et ensuite, on aura deux façons de catégoriser ces arguments, ces argumentations. Lorsque les personnes sont mal intentionnées, on parlera de sophisme, tandis que lorsque les personnes sont bien intentionnées, mais donc sont prises aussi, à ce moment-là, on parlera de paralogisme. Et on a un exemple ? On pourrait considérer que si on entend deux positions contraires énoncées, on pourrait dire qu'en fait la bonne position est au juste milieu. C'est ça. Et le problème, c'est que, admettons qu'on entende les uns dire que la Terre est plate et les autres que la Terre est ronde,
ça ne peut pas être un peu des deux. Non, Donc, parfois les bonnes positions. c'est l'un ou l'autre. Un peu aplati quand même. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Tout ça, ce sont ce que vous appelez, j'ai trouvé le mot un petit peu à la fois écœurant et en même temps très significatif, des moisissures argumentatives. Il y en a plein aussi. Oui. Alors ce n'est d'ailleurs pas moi qui les appelle ainsi. Au sein de l'ouvrage, je recommande en fait plein. Il y a plein de sources. Ouais, absolument. Par exemple, l'une des ressources sur lesquelles je me suis appuyée, c'est le site Cortex. Voilà, donc oui, ce sont des moisissures argumentatives parce que nous allons vraiment être pris par ces logiques-là. Ça paraîtra parfaitement rationnel. Et si nous ne nous formons pas à ces formes, voilà, nous n'arriverons pas nécessairement à nous rendre compte du fait qu'elles vont nous piéger dans nos raisonnements pour nous amener à tirer de mauvaises conclusions. Et vous donnez des exemples. Un d'entre eux, c'est d'affirmer que c'est vrai parce que son interlocuteur ne peut pas prouver que c'est faux. Oui, c'est l'appel à l'ignorance. L'appel à l'ignorance, moisissure argumentative. On peut aussi jouer sur les émotions. Vous donnez un exemple qui est l'argument du silence, qui est de dénoncer le silence de son interlocuteur sur un sujet pour le discréditer. Vous ne parlez pas de ça. Tout à fait. Voilà. Ouais. Le fait de dire tu n'en as pas parlé, c'est donc ça ne fait pas partie de tes préoccupations. Et ça disqualifie ta parole. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que parfois, on peut très bien ne pas avoir eu l'opportunité d'évoquer quelque chose en particulier, mais sans pour autant cautionner cette silenciation. On va se retrouver juste après la récré. Je vous donne entre-temps un truc pour plus jamais confondre corrélation et causalité, parce que c'est également dans le bouquin. Par exemple, la consommation de margarine était corrélée au nombre de divorces dans l'État du Maine entre 1999 et 2009. Celle de mozzarella était corrélée au nombre de docteurs en génie civil recevant leur diplôme, toujours dans la même période. Et le nombre de tornades était corrélé, lui, à la quantité de cannabis saisi en France entre 1999 et 2015. Vous aurez compris, tous ces faits ne sont reliés par aucun lien de causalité. C'est simplement une corrélation. Et j'ai emprunté ces exemples au livre de Clément Naveillant, de Monsieur Contradico et de Séverine Falkovitch, au cœur de l'esprit critique. Ça vient de sortir, c'est chez Erol, c'est absolument passionnant. On retrouve Séverine après la récré. Brandon. La récré, Brandon, aujourd'hui, nous emmène un peu partout dans le monde avec un nouveau phénomène dont tout le monde parle, une gourde. La Stanley Quetcher. Oh, quel accent! Yes. Elle fait sensation, notamment chez les jeunes. Totalement. Les Américains et les Américaines n'ont Dieu que pour elle. Franchement, depuis quelques semaines, cette gourde XXL isotherme, elle fait un peu plus d'1 litre. Elle est composée d'acier recyclé et elle est conçue pour durer toute une vie, selon la marque. Et le succès a pris une ampleur sans précédent. Un succès inédit il y a quelques semaines lorsqu'une utilisatrice a partagé une vidéo sur le réseau social chinois. Regardez cette vidéo. Elle filme sa voiture après un incendie et on voit la gourde Stanley qui est toujours présente. Elle a survécu à l'incendie et elle contient même des glaçons. 100 millions de vues pour cette vidéo et depuis tout le monde est à la recherche de cette gourde Stanley partout sur le territoire américain. Je vous raconte pas avec quel œil Séverine est en train de regarder cette vidéo en se disant ça sent la manip à plein nez. Cette gourde, tout le monde s'arrache cette gourde dans les magasins comme des pots de pâte à tartiner en France il y a quelques années. Et le 31 décembre, il y a une sortie, il y a une version rouge, version rose sortie dans les magasins pour la Saint-Valentin. Et là, hystérie collective dans les magasins. Regardez cette vidéo absolument incroyable. Cette gourde, elle a une histoire, elle existe depuis quand? Elle existe depuis très longtemps, elle est née en 1913. Imaginez quand même, à Seattle, aux États-Unis, c'est un entrepreneur du nom de William Stanley Jr., d'où le nom de cette gourde. Il invente en fait un thermos à la base qui a rapidement suscité l'intérêt pour les ouvriers qui cherchaient à avoir une boisson chaude au moment du déjeuner. On silence radio durant des décennies et là, en 2020, grâce à des blogueuses qui souhaitaient faire du sport un peu partout sur le continent américain, ressortent cette gourde et le succès est vertigineux. 10 millions de gourdes vendues en 2023, un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars cette année, c'est absolument magnifique. Alors évidemment, tout arrive à point qu'il sait attendre. On a Charles III qui a mis 74 ans avant d'accéder au trône du Royaume-Uni. Et là, Stanley qui met 110 ans avant de percer. Alors quand même, attention parce que certains spécialistes pointent du doigt cette gourde pour son intérêt, son aspect écologique. Elle émet 14 fois plus de gaz à effet de serre que le plastique à cause de cet acier inoxydable, donc prudence quand même. Ouais, on va débunker tout ça quand même à l'occasion. Hein. Mais bon, en tout cas, ça a du succès, c'était ça l'information. C'était pas de prétendre qu'elle fonctionne et qu'elle ne brûle pas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Séverine Falkovitch, Grand Oral.
Accéder à l'information ne suffit pas à en éprouver la validité. C'est bien dommage parce que grâce à Internet, l'humanité a accès à plus d'informations que jamais dans son histoire. Mais ce qui pourrait être un bénéfice formidable se transforme aussi en piège terrible. C'est entre autres ce que montre Au cœur de l'esprit critique, le livre de Séverine Falkovitch qui vient de sortir chez Erol. Vous parlez des politiciens, je l'ai cité d'ailleurs à un moment de l'émission, en disant que voilà, ils alimentent aussi le doute parce qu'ils font des promesses et que quand les promesses ne sont pas tenues, c'est problématique. Oui, et puis il y a eu, par exemple, vous évoquiez aussi les enseignants. Ouais. Donc en fait, ce qui relève de l'esprit critique se rapporte à des enjeux personnels. Par exemple, on va peut-être pouvoir faire des choix dans sa vie pour savoir qu'est-ce qu'il est mieux pour soi en matière de santé ou dans d'autres domaines. Mais il y a des enjeux collectifs derrière également. Par exemple, ça peut aller jusqu'au vote. Et donc qu'à différents niveaux, les professionnels sachent eux-mêmes juger au mieux en s'appuyant sur ce qui relève de leur propre expertise, ça a du sens. Et là, notamment, ce qu'on pourrait attendre des politiques, ce serait qu'ils s'emparent de ces questions pour prendre des décisions qui vont dans le sens, par exemple, d'une interdiction de tout ce qui peut se rapporter à de fausses croyances délétères. Par exemple, on peut voir dans un cinéma diffuser des reportages complotistes ou des informations qui vont vraiment porter atteinte à la santé des gens. Donc ce serait bien en fait que ces différents corps de métier se forment à l'esprit critique. Également, pareil, j'allais dire au premier rang. En tout cas, on est très concerné par tout ça. Vous démontez le scientisme, parfois vous vous en prenez à des domaines en général, la psychanalyse par exemple. Oui. Alors en fait, moi je n'ai pas. J'aime bien l'air un petit peu contraint, oui, je veux dire du mal. Non, mais c'est qu'en fait, alors déjà, je voudrais dire une chose, c'est que je fais totalement la différence entre un champ disciplinaire et les professionnels eux-mêmes. Je vais donner un exemple. Une personne, par exemple, qui a suivi un cursus et qui s'est formée à la psychanalyse, peut très bien avoir... se rendre utile, finalement. Voilà. C'est pas tant ça, c'est que on peut être dans la croyance en toute bonne foi. Voilà. C'est ça. Et quand on se penche en fait sur la psychanalyse, ce qui pose souci, c'est qu'en fait, en termes de niveau de preuve, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et ça peut... là aussi, pour le coup, parfois faire du mal aux gens. Et vous donnez un bel exemple d'imposture intellectuelle, c'est vous qui le dites dans une phrase de Lacan, je vais la dire parce qu'elle est quand même extraordinaire. C'est pourquoi il est égalable aux racines -1 de la signification plus haut produite de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant, entre parenthèses, -1, fermez la parenthèse. Ouais. Vous résumez ça, Brandon ? C'est magnifique en tout cas. Et donc là, c'est un truc très typique. C'est de l'enfumage. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise de grands mots et qui vont sembler d'ailleurs... des maths, là, en l'espèce. On va chercher une autre science. C'est ça. Et pour donner le sentiment qu'en fait, ce qu'on dit a du sens et intellectuellement et de qualité supérieure. Comme personne ne comprend, on se dit, c'est trop intelligent pour moi. Le problème, quand on veut lutter contre les fausses informations, c'est que ça prend du temps. Il y a la loi de Brandolini, nous dites-vous. Oui. Donc, en fait, le temps, effectivement, que l'on mettrait à débunker les fausses informations est bien supérieur que le temps que prennent ceux qui les lancent. Donc, on n'a jamais fini. Ouais, donc ça, c'est compliqué, c'est un vrai obstacle. Oui, on est vraiment dépassé par toutes ces fausses informations. Sauf à s'entraîner et avoir lu ce petit guide pour déjouer les manipulations, parce qu'on automatise un certain nombre de choses qui nous amènent le doute. Le bon sens, vous lui faites un sort également, il ne nous sauve pas. Le problème, c'est que la majorité des gens pensent que c'est une bonne boussole. 64% des Français, des personnes interrogées en France, en Allemagne et en Angleterre. Oui, effectivement, notre subjectivité est extrêmement limitée. Je pourrais donner un exemple. On entend dire des personnes qui sont HPI, donc au potentiel intellectuel, qu'elles sont malheureuses, qu'il y en a 2 sur 3 qui échouent à l'école. Et c'est vraiment ce que la plupart des gens ont en tête, parce que ça correspond aux stéréotypes que l'on a actuellement sur les HPI. Le problème, c'est que cette représentation, c'est faux, parce qu'elle vient en fait de psychologues, peut-être en toute bonne foi, qui ont observé des patients HPI en cabinet qui étaient en difficulté et qui ont généralisé de façon abusive ce type de profil. Alors que quand les scientifiques, avec méthode, prennent par exemple des cohortes d'enfants au CP, au CE1, au CE2, et qu'on suit l'évolution des HPI, on va observer exactement l'inverse. C'est-à-dire que les HPI se débrouillent mieux que les autres scolairement, émotionnellement, ils ont des stratégies de régulation émotionnelle qui sont de qualité, etc.
C'est un peu, pardon de le traduire en langage très vulgaire, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Ils ont pris les quelques patients qu'ils avaient, qui venaient les voir précisément parce qu'ils avaient un problème, pour en déduire une règle générale de personnes qui ne venaient pas les voir et qui étaient beaucoup plus nombreuses. Ça souligne, cette généralisation abusive montre à quel point il est important, pour essayer de mieux connaître le monde, de maîtriser les méthodes d'investigation qui permettent au mieux de mettre en évidence ce qui est le plus juste. Et des méthodes, il y en a plus de 200 pages dans le livre. Et là, je suis en train de feuilleter la seule bibliographie. Elle doit faire, allez hop, zoup, tout ça. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi un des premiers conseils que vous nous donnez, qui est de dire, regardez d'un discours, s'il est fondé scientifiquement, allez chercher les preuves. Tout ça est disponible. Internet, c'est pas l'ennemi, c'est un allié extraordinaire si on veut bien prendre la peine d'avoir ces gestes. Brandon, merci beaucoup. Merci, Séverine, merci beaucoup. On va retrouver Amélie Paris, les années collège. Les années collège, notre rendez-vous hebdomadaire avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la lecture numérique qui marche de mieux en mieux, notamment chez les ados. Elle concerne pas seulement les romans, mais aussi la bande dessinée, qui n'échappe pas à cette révolution. Et vous avez choisi de nous décrire cette semaine un phénomène absolument impressionnant auprès des ados dans votre collège, mais pas seulement, celui des webtoons. Oui. Alors, les webtoons sont nés dans les années 2000. Alors, à l'origine, c'était des manhwas, donc des bandes dessinées sud-coréennes publiées en ligne. Vous avez compris que les manhwas sont à la Corée du Sud, ce que sont les mangas au Japon. Alors, aujourd'hui, les webtoons ne s'appliquent plus uniquement aux BD sud-coréennes, mais à toutes les productions spécialement créées pour être lues sur un smartphone. Ok, donc web, comme le numérique ou l'Internet au départ, et toon, c'est les bandes dessinées, c'est quoi? C'est des bandes dessinées numériques qu'on lit sur un téléphone? Exactement. Alors on les appelle aussi parfois les bandes défilées et on les lit en scrollant, c'est-à-dire en faisant défiler son écran du haut vers le bas de son appareil. Alors en France, l'industrie du webtoon fonctionne depuis 2018-2019 avec un énorme boost au moment du confinement. Et donc aujourd'hui, on a une offre très diversifiée avec des webtoons d'horreur, de la romance, des drames, mais aussi du fantastique et du comique. C'est un format numérique qui permet des choses différentes du format traditionnel papier. Il y a Wattpad, par exemple, qui est un autre phénomène qui permet de faire tomber les barrières entre lecteur et auteur. Est-ce que pour les BD en ligne, on observe la même chose? Alors non, là, la différence va d'abord être que la publication numérique permet d'ajouter des effets sonores comme de la musique ou des bruitages. Il y a par exemple certains webtoons d'horreur qui vont ajouter des bruits horrifiques, oui, ce qui n'est évidemment pas possible avec une publication papier. Alors, il y a aussi une différence au niveau des pages. Là, on n'a pas de page pour séquencer l'histoire, puisqu'on a une page interminable qu'on déroule presque à l'infini, et donc on n'est pas tenté d'aller lire la dernière page. Et puis, alors, Philippe Paolucci, docteur en sciences de l'information et de la communication, explique aussi que comme on fait dérouler, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter, alors que quand on est sur une page, on voit déjà le nombre de vignettes, on peut anticiper, et donc il y a un effet de surprise avec les webtoons qu'il n'y a pas avec la BD papier. Et puis, la grande particularité des webtoons réside dans la manière dont ils sont publiés. C'est toujours chapitre par chapitre et jamais dans son intégralité. Donc à la fin de chaque chapitre, il y a toujours un cliffhanger pour susciter le suspense et fidéliser les lecteurs qui doivent attendre patiemment la semaine suivante pour avoir la suite. Et oui, on attend plus longtemps quand même pour les mangas papier, mais l'attente fait partie du succès. D'ailleurs, est-ce que les lecteurs de webtoons sont les mêmes que ceux de manga? Alors moi j'ai remarqué à Utrio qu'il s'agissait à peu près des mêmes lecteurs, même si certains gros lecteurs de manga ne lisent pas forcément des webtoons. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Tous les lecteurs de webtoons lisent des mangas papier. Mais d'une manière générale, les webtoons sont surtout appréciés par les lecteurs et les lectrices de moins de 30 ans et les ados adorent. Génial. Comment on fait pour lire des webtoons? Alors, il y a des applis à télécharger ou... Oui, il y a des applications, parmi lesquelles Dailytoon, Picoma ou la plateforme Webtoon, qui propose son catalogue avec des suggestions. Alors, pour la petite histoire, cette plateforme appartient au même groupe sud-coréen qui vient de racheter Wattpad, dont vous parliez tout à l'heure, Emmanuel. Alors, aujourd'hui, les webtoons font partie de grands événements comme le Festival d'Angoulême ou la Japan Expo. Et dans certaines écoles d'art, on forme les étudiants à ce nouveau modèle. Certaines maisons d'édition aujourd'hui n'hésitent pas à publier en version papier des webtoons qui ont cartonné, comme L'Or Olympus, Solo Leveling, True Beauty ou encore Colossal, des webtoons françaises Diane Truc et Rutil, dont les 60 chapitres ont fait près de 7 millions de vues et qui a été édité en version papier chez Jungle en 2023. J'ai fait un petit bruitage de webtoon. En tout cas, un message pour les parents. Avant de demander à vos ados d'éteindre leur téléphone pour lire un livre, assurez-vous qu'ils ne soient pas déjà en train de lire un webtoon. Mais ouais, c'est ça.
Il ne faut pas se faire avoir aux apparences. Hein. Merci beaucoup, Amélie. Ne pas se faire prendre aux apparences. C'est aussi ça aurait pu être un bon bandeau pour votre livre. Mais en fait, le bandeau dit, ou du moins le sous-titre, Petit guide pour déjouer les manipulations. Merci beaucoup, Séverine Falkovitch, Clément Naveillant. Monsieur Contradico, je ne l'ai pas dit, mais alors c'est rigolo parce que Monsieur Contradico, de temps en temps, il fait des encadrés, il vient commenter un petit peu ce que vous dites. Il dit, oui, Séverine, tu as raison, mais enfin là, on pourrait préciser que. Hein. Voilà. Ça permettait d'aérer en fait un peu le bouquin en coupant parfois. Sur l'ensemble. Ouais. Et puis ça fait le débunkage à l'intérieur même. Enfin, sauf que c'est pas du vrai débunkage parce qu'il n'y a pas de choses fausses, mais il apporte un petit quelque chose en plus. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a essayé de se mettre du côté du lecteur et puis en accompagnant la pensée, et puis finalement en passant d'un argument à un contre-argument pour avancer, pour progresser. Voilà. Ouais. Et puis il ajoute des anecdotes, des références. Il y en a plein dans le bouquin, très pratique, au cœur de l'esprit critique. Moi, je vous en recommande vivement la lecture. C'est aux éditions Erol. Merci donc à toutes les deux. Merci aussi à Laure Audemont au maquillage. Merci à Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est en régie aujourd'hui avec Héloïse Merlin au son et Mani Pézesque à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous trouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.